Alors, pour aller plus loin, pour comprendre ce qu'il se passe aujourd'hui, ce soir, en République démocratique du Congo, j'accueille Eric Nindou. Bonsoir. Bonsoir Nadia. Alors, Eric, vous êtes directeur de rédaction Afrique à Midi 1 TV. Est-ce que vous pouvez nous dire comment on peut analyser ces résultats ce soir en RDC? D'abord, on peut analyser ces résultats en disant, première chose, que c'est un succès. Parce que c'est un succès, parce que c'était vraiment un défi énorme pour la République démocratique du Congo d'organiser ce scrutin, ce triple scrutin, présidentiel, provincial et législatif, sans aucune aide financière ni logistique de la part de la communauté internationale. Ce n'est pas que la communauté n'a pas voulu aider, mais c'est la RDC qui a refusé toute aide pour éviter ce qu'on appelle les ingérences et que les autres puissent s'immiscer dans sa souveraineté, dans le domaine de sa souveraineté. Donc, ils ont organisé ça dans un pays qui fait près de 2 300 000 km², 3 fois la taille de la France, un pays où il n'y a pas beaucoup de fournitures en électricité, où les routes sont dans un mauvais état, et on est dans la saison des pluies actuellement. Donc vous voyez que le défi logistique était énorme, et ils y sont quand même parvenus, malgré les couacs, malgré les retards, malgré le fait que dans 3 circonscriptions à l'est du pays, c'est-à-dire du côté de Béni, il n'y a pas pu avoir vote, ça a été reporté au mois de mars, notamment à cause de l'épidémie d'Ebola et à cause de la situation d'insécurité avec les attaques des rebelles. Donc, d'abord, un succès logistique. Deuxième chose, les résultats. Premier, Félix Tshisekedi, qui obtient 7 millions de voix, 38,57% des suffrages exprimés. C'est une bonne chose, ça montre l'ancrage sur le territoire de Félix Tshisekedi, qui appartient bien sûr à l'UDPS, qui est ce parti historique de l'opposition congolaise, fondé par son père, Feu Étienne Tshisekedi, qui était un opposant célèbre à la fois au maréchal Mobutu, mais à la fois aussi à Laurent-Désiré Kabila, le père de l'actuel président sortant. Deuxième, c'est Martin Fayulu, qui est la révélation de cette élection. Martin Fayulu qui arrive deuxième et qui conteste ces résultats, comme on vient de l'entendre. Martin Fayulu qui était pratiquement, si je puis dire, presque un inconnu il y a encore 2 ou 3 mois. Parce que vous rappelez-vous, il a été désigné par une coalition de l'opposition dans laquelle était Félix Tshisekedi et ensuite il s'est retiré. Surprise, hein. Effectivement, et ce candidat a fait certainement une très bonne campagne parce qu'il arrive à obtenir 6 millions de voix, donc près de 34,83% des voix. Et enfin, dernière surprise, c'est l'échec d'Emmanuel Ramazani Shadary, qui était le candidat du pouvoir, le dauphin désigné du président Joseph Kabila, qui, malgré l'aide de tout l'appareil d'État, la coalition au pouvoir, n'atteint même pas 25%, il atteint à peine 23,84% des voix. C'est-à-dire que les 2 premiers candidats de l'opposition récoltent à eux deux 13 millions de voix. Ça veut dire qu'il y avait vraiment un vent de changement qui a soufflé en République démocratique du Congo. Alors, on va parler de ce vent de changement dans quelques instants, mais avant, on parle des résultats provisoires, Eric, des résultats qui ont été immédiatement contestés, et par l'Église et par les pro-Fayulu. Pourquoi un tel climat délétère ? C'est un climat délétère parce que, comme je l'ai dit, ces élections devraient avoir lieu déjà dans des conditions très difficiles. L'organisation des élections en tant que telle, la contestation, rappelez-vous toute la polémique qu'il y a eu sur les fameuses machines à voter, des machines qui ont été imposées par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, qui ont été contestées par tous les opposants et qui, pour finir, ont quand même servi, mine de rien, parce qu'on parlait de possibles fraudes, de possibles trafics au niveau de disques durs de ces machines et des mémoires. Dans la réalité, les choses se sont plus ou moins bien passées. Et puis, il y a aussi un contexte délétère. Pourquoi ? Parce que tout le monde voulait gagner cette élection. À la fois Fayulu et Tshisekedi, c'est-à-dire les 2 opposants de poids, chacun s'est proclamé vainqueur avant même la proclamation des résultats. Et il y a aussi le fait que l'Église catholique, qui était la seule institution indépendante qui avait déployé 40 000 observateurs sur le terrain, a observé des tendances, elle l'a dévoilé il y a 8 jours, en disant que ces tendances montraient qu'il y avait un candidat qui prenait la tête, mais sans jamais donner le nom de ce candidat. Et des rumeurs ont couru comme quoi ce candidat serait Martin Fayulu. Donc aujourd'hui, les déçus expriment leur colère, tout simplement. D'accord. Alors, malgré la confusion qui règne encore sur ces résultats, Eric, est-ce que l'on peut quand même parler de première transition démocratique dans ce pays donc, qui a acquis son indépendance en 1960 ? Absolument, Nadia, absolument. Et c'est ça qu'il faut voir de positif dans ce processus qui est en cours, c'est-à-dire pour la première fois, si tout se passe bien, si ces résultats sont confirmés le 15 janvier par la Cour constitutionnelle de la RDC, et si le 18 janvier, il y a une passation de pouvoir pacifique entre le président sortant, Joseph Kabila, et son successeur, sans doute Félix Tshisekedi,
ou un autre, tout dépend des procédures de recours qui existent au sein de la Constitution congolaise. Éric, si vous me permettez, je vous propose d'avoir un peu plus sur Félix Tshisekedi, d'où il vient, vous en avez dit un mot, on va aller un peu plus loin avec ce portrait tout de suite. Scène de joie et congratulations à l'annonce des résultats. Pour Félix Tshisekedi et ses partisans, c'est l'aboutissement d'un long combat politique. L'opposant congolais Félix Tshisekedi est l'héritier politique de son père Étienne, décédé le 1er février 2017 à Bruxelles. Comme son père en 2011, le fils Tshisekedi a tenté de bousculer les forces du président sortant Joseph Kabila dans un pays qui n'a jamais connu de transition pacifique du pouvoir. À 55 ans, Félix se place dans les pas de son père, dont il a d'ailleurs adopté la casquette de golfeur. Voilà pourquoi j'enchaîne directement, et je sais que pour beaucoup d'entre nous, c'est difficile à accepter, mais je le dis avec sincérité, je rends hommage au président Joseph Kabila, président de la République. Farouche opposant à Joseph Kabila, il a adopté désormais un langage plus mesuré et il appelle à la réconciliation nationale, allant même jusqu'à remercier le président Kabila d'avoir mené à bien cette transition démocratique. Alors, on l'a vu, c'est l'alternance. Félix Tshisekedi est au pouvoir, un nouveau visage, donc au sommet de l'État congolais. C'est historique. Oui, exactement. C'est ce qu'on était en train de dire, Nadia, justement. C'est que ça serait la première transition démocratique dans ce pays. Ce pays, comme vous l'avez dit, qui a eu son indépendance le 30 juin 1960, ce pays n'a jamais connu de transition. Le premier président, premier ministre d'ailleurs, c'était Patrice Lumumba, a été assassiné. Le second, Mobutu, est parti dans des conditions difficiles, puisque c'est un coup d'État mené par Laurent-Désiré Kabila qui l'a chassé du pouvoir. Laurent-Désiré Kabila lui-même a été assassiné. Et son fils, aujourd'hui, va peut-être justement pouvoir faire une transition démocratique. Donc c'est quelque chose de très important. Pourquoi ? Parce que notamment quand vous voyez la taille et la position de la République démocratique du Congo, on voit que c'est un pays pivot au centre de l'Afrique, avec 9 pays voisins, et toute déstabilisation de la RDC déstabilise complètement l'Afrique centrale et le continent en général. Donc c'est très important. En plus, c'est un pays qui détient d'énormes richesses, notamment deuxième réserve mondiale de cobalt, premier producteur de cuivre et puis aussi détenteur d'énormes réserves en tantal, en niobium, tous ces matériaux stratégiques notamment qu'on utilise dans tous les objets de la nouvelle technologie tels que les tablettes ou les téléphones portables. D'accord. Alors on va passer aux réactions internationales maintenant, Éric. Outre les appels au calme de la communauté internationale, que ce soit l'Union européenne ou l'Afrique du Sud, ou même l'Union africaine, il y a la France qui a réagi, la France qui est allée plus loin en assurant que les résultats proclamés ne semblent pas être conformes aux résultats réels. Selon son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, c'est Martin Fayulu qui a gagné donc et qui est le vainqueur de ce scrutin du 30 décembre. Ce dernier dit s'appuyer sur les chiffres de la fameuse Église catholique. Je vous propose de l'écouter. Ces élections se sont déroulées à peu près dans le calme, ce qui est une bonne chose, mais il semble bien que les résultats proclamés, M. Tshisekedi déclaré vainqueur, ne soient pas conformes aux résultats que l'on a pu constater ici ou là, parce que la conférence épiscopale du Congo a fait des vérifications, a annoncé des résultats qui étaient totalement différents. Donc vous craignez des troubles. Je pense qu'il faut qu'il y ait d'abord qu'on garde son calme, qu'on évite les affrontements, et puis que la clarté soit faite sur ces résultats. La France agit parce qu'elle est membre du Conseil de sécurité. Elle a saisi le Conseil de sécurité en fin de semaine dernière pour que les résultats constatés soient les résultats réels, et puis elle souhaite que le calme revienne, que la sérénité soit présente dans ce pays, et que les chefs d'État africains et les organisations africaines puissent agir pour que les résultats soient les vrais résultats des élections. Alors, on vient de le voir, que ce soit l'Union européenne ou l'Union africaine, globalement, c'est un appel au calme qui est lancé en RDC. La France, elle, va plus loin. Comment est-ce que vous analysez la situation ?
C'est assez étonnant d'entendre la France dénoter, justement, dans ce concert d'appel au calme général, la France qui est beaucoup plus offensive en dénonçant les résultats, en disant clairement, citant le nom du prétendu gagnant, qui serait Martin Fayoulou. Je pense que là, c'est une tactique de la diplomatie française qui est risquée. Pourquoi c'est risqué? Parce que ce qui est en jeu, c'est la stabilité de la RDC. On vient de le dire tout à l'heure, c'est un pays pivot au centre de l'Afrique. Toute déstabilisation de ce pays créerait une zone de trouble et à haut risque au centre du continent africain, avec des réfugiés et tout ce à quoi on peut penser. Et d'autant plus que la communauté internationale dans son ensemble, et vous l'avez précisé Nadia, appelle au calme et invite les protagonistes, donc ceux qui contesteraient par exemple les résultats, à emprunter les voies légales, les voies constitutionnelles qui consistent tout simplement à déposer, à demander un recomptage des voix et d'attendre la décision de la Cour constitutionnelle. Donc on verra peut-être dans les jours qui viennent comment Paris va se positionner, surtout que Paris est un allié traditionnel de la RDC. Il ne faut pas oublier que la RDC est le deuxième pays de la francophonie et le premier en termes de population, puisque c'est un pays qui parle français, où on parle le français, et qui compte 80 millions d'habitants. Donc c'est un pays poids, un allié traditionnel de la France. Donc de ce point de vue, je pense que le positionnement de la diplomatie française devra s'ajuster pour essayer justement d'avoir un concert de toute la communauté internationale afin d'avoir effectivement les vrais résultats, qu'ils soient proclamés, mais surtout qu'il y ait un processus pacifique de contestation s'il doit en avoir un. Quel scénario pourrait se dessiner dans les prochains jours? On ne sait pas, en tout cas on espère que ça sera un scénario pacifique, parce que tout dépend de la prise de conscience des hommes politiques congolais. Ils sont un momentum de leur histoire, comme vous l'avez dit. C'est la première fois que ce pays peut vivre une transition démocratique, la passation de pouvoir dans le calme. Donc il faut qu'ils s'expriment à la fois leur joie, leur colère, leur contestation, qu'ils le fassent de manière pacifique et non violente. Et vous l'avez dit, toute la communauté internationale a appelé au calme. L'Union européenne, même l'Église congolaise, qui a pourtant dénoncé ces résultats, a dit on prend quand même acte de l'ouverture d'une transition démocratique et on appelle tout le monde à ne pas user de la violence. C'est vraiment ça. Il faut que la pression soit maximale pour que la violence ne soit pas mise en œuvre dans ce pays. Sinon, on sait que ce pays peut sombrer dans la violence et déstabiliser tout le continent africain. Merci Éric Nindou. Donc je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction Afrique à Média TV. Merci.